La Glebe Paul Adam La Glebe Paris 13 et Stock Libraire Éditeur 8, 9, X, 11, Galerie du Théâtre Français Palais Royal 1887 Tout droit réservé. L'auteur et les éditeurs déclarent réserver leurs droits de traduction et de reproduction. Ce volume a été déposé au ministère de l'Intérieur, section de la librairie, en janvier 1887. Du même auteur, Chermol. Soit. Le thé chez Miranda, en collaboration avec Monsieur Jean Moréa. Les Demoiselles Goubert, en collaboration avec Monsieur Jean Moréa. Sous-presse, en décor. En préparation, être. Le mémorial. Dijon, IMP d'Arrentière. Il a été tiré à part, de cet ouvrage, 10 exemplaires sur papier de Hollande numérotés à la presse. Il a vaste cuisine de ferme tiède après le dîner, où s'étirent les ombres sur le carreau rose, où la vieille servante droite et plate essuie la vaisselle tintante. Là Cyril vient s'asseoir cette veillée d'hiver. Il pense à Trouville, au mois des dernières vacances, à Denise. Son cousin, ce noceur, les avait unis solennellement, un matin, devant la mer plumetée, tandis que ruisselait l'harmonieuse voix des eaux, tandis que riait cette fille aux cheveux teints. Et suivit une folle excursion en barque où elle le serrait à la taille en lui disant des bêtises, potache, potache. Oh! Que tes farces, petit potache point. Celui sonne encore? Elle est plat, Institut Saint-Vincent, sur les boutons de son uniforme, car, sorti depuis 5 jours de chez les pères, un tailleur n'avait pu le pourvoir de vêtements civils. Et dans cette chair duveteuse, dans ses cheveux teints gros et drus, il vécut des semaines. Les heures passées hors des étreintes, il ne les sait plus. L'aimait-elle cette femme de Paris, échouée là pour faire la plage? Si bête qu'elle ne parlait même pas, si robuste qu'elle le faisait geindre en le lait de ses bras doux, lui le rude fils de paysans et de chasseurs. Elle l'ahurit de ses parfums brusques, de ses dentelles infinies, de ses soieries et de ses mousselines. En Italie. Comme ça? Parce qu'il avait encore dans la tête Virgile, l'histoire, les gondoles de Venise, Cicéron, le Forum. Ils étaient partis avec l'argent d'un usurer, un ami d'elle. Sans hésitation lui conclut cet emprunt, malgré sa raison morigénante. Et puis, à Milan, à midi, elle se leva terriblement fâchée, cassa les porcelaines de la toilette, lui prit son portefeuille et, par le premier train, fila sur Paris. Pourquoi? Elle était ivre-morte depuis 3 jours. Alors il fallut revenir. Il dormit tout le temps du voyage. Quand il ne dormait pas, il larmoyait. À Lyon il trouva son tuteur. Furieux cet oncle lui rendit des comptes, tu as 21 ans, par bonheur. Je ne serai pas obligé de m'occuper d'un pareil schnappant point. Et l'oncle retourna dans sa métairie après avoir sermonné pendant 18 heures de chemin de fer, et prédit la ruine. À tout cela Cyril pense. Sa pipe laisse aux lèvres la saveur la plus souhaitable et les nues de fumée sinuent en spires valsantes. L'averse chante aux vitres. Les chevaux piaffant à l'écurie, il les écoute. La terre ne vaut plus. Sans doute, elle se relèvera, la terre ne peut faillir. Mais quand? Donc pas d'argent. Des terres et des terres, son patrimoine inaliénable, par religion. Il les connaît, ras et plates étendues depuis Becquerel jusque Ferbon, englobant les clochers et les moulins, enjambant les grandes routes.
sans un arbre. Il y chasse durant toutes les vacances depuis l'année où il remporta 9 prix. La lampe verse sa lumière ronde sur le caraco passé de la servante droite et plate. Et les jurons des ouvriers arrivent du fourni avec le vent. Autrefois, à Boulogne, il étudia chez les pairs. Une vie d'écolier sage avec le mépris profond des cancres, avec les calmes études où, de tout le poids de sa lourde intelligence, il s'appliquait à parfaire les thèmes et à noter l'accentuation grecque, les joies des promenades bavardes et tourbillons, le suprême ravissement d'instaurer en leur sens précis certaines phrases obscures de Quintilien et d'en être louangé seul par le professeur, les idées d'amour esquivées avec horreur comme susceptibles de punition. Puis, des volumes dorés, des médailles d'argent dans des écrins grenats, le baiser de l'archevêque couronnant aux stridences de la musique et des bravos, un parchemin de bachelier qui, là-haut, gît dans le vieux secrétaire d'acajou près du daguerréotype où il distingue mal ses parents en costume de noces, aujourd'hui morts. Non, jamais il ne mangea fin et propre comme au réfectoire, ni dans les ducasses d'en deçà la Dole ni dans les kermesses d'au-delà. À Trouville. En Italie. Il but surtout. À Turin du Lacryma Christi. Les lèvres de Denise s'écrasaient sur le mince cristal et leur carmin transparaissait dans la pourpre du vin. Après elle, il y huma, une saveur chaude et liquoreuse avec des vigueurs pourtant, un arrière-goût amer, un parfum d'ambre et de thym, un peu comme du très vieux Volnay où persisteraient des saveurs de sucre. Et Denise son coude levé, la poitrine blanche et mouvante sous la gaze du corsage d'été, ses longs cils baissés vers la liqueur. Il retrouva sur ses lèvres ce goût de thym et d'ambre, ce liquoreux qui poissait leur bouche. Et pour revivre cette impression il commande, Catherine, allez à la cave chercher une bouteille de Volnay. Devant la bouteille brune renaissent des souvenirs à chaque gorgée bue. Souvenirs tactiles, et souvenirs sapides, et souvenirs odorants. Vision de membres qui se cambrent, de bouche qui hoquette, de dents froides et dures. Et chaleur qui flouante par la gorge avec le vin comme chaleur de baiser. Elle gagne la poitrine, elle l'énerve ainsi que des contacts de derme. Catherine. Allez vous coucher. Oui, maître. La porte se referme. Il mêle les barres. Il ne voit plus qu'elle. Elle ondoie, la main à ses cheveux teints, le rire à ses dents mouillées. Ses bas rouges frétillent, ses gants noirs se déchiquettent. Elle grandit comme si elle accourait vers son front d'amant qui brûlait où les veines battent. Elle se rapetisse facétieuse et fuyante, grosse maintenant comme une mouche qui bourdonne. La mouche bourdonne autour de la lampe, et gravite dans sa lumière ronde. Oh! L'insupportable bourdonnement qui croît. On dirait d'une compagnie de tambours qui battrait comme les veines battent dans son front brûlant. Videz la bouteille. La sueur lui coule sur les tempes, sur les joues, dans le cou. Des mouillures froides. Il se lèverait bien pour gagner cette bassine pleine d'eau, mais ses mains ne sont plus à lui, ses pieds ne sont plus à lui. Il se mord et il ne sent pas la morsure. La chair de ses doigts paraît insensible, son nez dur comme le nez d'un cadavre, ses joues paraissent dures comme les joues d'un cadavre. L'ombre flotte sur le carrelage rose. Comme la mer à Trouville n'a-t-elle pas flux et reflux? Tantôt l'ombre de la cheminée se berce là et tantôt elle se berce ici. Elle va baigner les jambes de Cyril. Elle remonte maintenant vers la lampe et le vieux bahut où les luisures dansent la sarabande.
ainsi que dans le bateau d'Étretat, tout roule et roule. Tout roule, l'estomac aussi dans la poitrine de Cyril qui n'ose plus bouger et s'avougrit. Au balancement de ce roulis, il s'endort. Seul dans la cuisine vaste. De chaque soir, seul, avec cette vieille femme taciturne et brute qui, interrogée, n'exprime même pas les bavardages du canton, des bleues vues, dit-elle, en haussant les épaules, ensuite elle se tait. Les ouvriers dorment dans la grange, dans les écuries, harassés de labeur et de tabac. La pluie, l'hiémale pluie pleure et pleure sans arrêt. Dans le hameau nul ne veille. Le fermier le plus voisin de Cyril, son oncle, ronfle déjà sans doute. S'il allait lui faire visite, on discuterait encore le dépérissement de la terre, la grande rachitique. Tout le jour, il étudia ce sol malade, épuisé, tout le jour il médicamenta. Il sait aussi bien que l'oncle les fasse du mal. Pourquoi s'attrister encore à cette évocation de ruine? La ville est si loin. Les chevaux sont si lasses. Qui voir parmi l'atmosphère brillante du café sort, où le gaz clignote vers les faces ennuyées et sévères des vieux. Les jeunes, ceux de son âge, travaillent à Paris, à Douai, ils font leur droit. D'autres ça ainsi rien. Quelle malédiction lui tua ses frères au berceau et ses parents sur la glèbe. Seul de la race, il lui faut en cette triste campagne vivre. L'orgueil du rang l'empêche, lui, grand propriétaire terrien, allié au marquis de Bressel et au baron de Fourny, de se commettre avec les employés d'administration. Les officiers dépensent. Trop pauvres d'or, il ne les peut connaître. Mieux encore vaut rester là, dans la cuisine, fumer. L'unique joie de sa vie sera donc cette équipée avec Denise. Si difficilement le blé se transforme en or, cette frasque et les 5000 francs qu'elle coûta lui interdiront pour des ans l'achat de la Verdière, une maison presque citadine que ses vieux désirs convoitèrent et qui, proche de la ferme, serait un château indépendant, demeure du maître. Des Parisiens y passaient la belle saison autrefois, une petite fille joueuse et bien mise, un monsieur décoré et rieur qui manquait les lièvres au gîte, une dame lourde un peu, toujours en des lectures. À vendre, maintenant, la Verdière, 20 000 francs. Depuis 3 années les Parisiens n'apparurent. Et Cyril ne l'aura point ayant gâché les économies de son père avec la gueuse. Elle buvait du champagne au Havre en sa robe de satin écarlate, où ses longs gants de peau noire gisaient. Elle trempa ses ongles diaphanes dans la mousse blonde et par la fenêtre, jeta la coupe dans la mer enlunée. Comme le roi de Thulé, s'écria T.L., et elle chanta. Revivre ce chant. Catherine, du champagne, et allez vous coucher. Des soirs et des soirs Cyril l'aima de souvenirs. Il l'aima au champagne comme l'après-souper du Havre, il l'aima au cognac comme l'après-midi du wagon, près en Berrieux, il l'aima au Marsala comme l'après-dîner de Vérone. Et puis, il recommença ses diverses amours des soirs, dans la vaste cuisine au carrelage rose, tandis que l'averse pleurait aux vitres. Vers les nuages, il marche sous le vol circuitant des corbeaux, par la plaine plissée de sillons. Il marche avec la constante inquiétude des semailles perdues, des socs brisés, des chevaux poitrinaires. De ci, de là se hérissent de chétives herbes, des brindilles palottes, éparses. Seul, toujours. Et ses pieds défoncent la terre humide. Les Kempagnods servent les mêmes conversations que l'oncle.
Quand Cyril donne la cause scientifique des phénomènes naturels, des flétrissures et des floraisons en citant les lois de la physique ou de la chimie, il lui rit à la face, de leurs gros rires idiots, en se moquant. Non, c'est comme ça, parce que c'est comme ça, monsieur Cyril. On ne peut pas tout savoir. Faut pas non plus faire tant le malin avec vos balivernes de l'école. Tout ça, ça ne veut rien dire. Il s'emporta, voulut à toute force expliquer, il alla chercher des crayons, traça des figures, des formules algébriques. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que ça représente? Il n'a point de nez votre bonhomme. Et d'une quintillare leurs dos énormes tressautèrent dans les blouses. Il les jeta dehors. Ils contèrent partout que, tout de même monsieur Cyril avait un grain et que c'était bien malheureux pour son âge. Nerveux encore de cette immuable stupidité où chope elle-même la science sainte, il marmonne en marchant, là où les corbeaux tournent et croassent. Devant s'étale la plaine rousse, nue jusqu'aux nuages qui la saignant. Rien dans la plaine et rien dans sa vie pour toujours. Quel ennui de ne plus étudier, de ne plus écrire. Il eut bien entrepris une traduction de la Pharsale en vers français, mais il n'ose, ne sachant pas de directeur qui lui dise « ceci est bien, cela est mal point ». Ou le guide, ou le conseil. Il ne croit pas en l'autorité de son jugement personnel. Si humble et si timide il fut au maître. Courbé en ligne, les sarcleuses épluchent un champ, les mains au sol, les croupes au ciel. Que laident ces filles aux cheveux rares plaqués avec de la pommade sur les crânes ronds et bis, leurs mamelles pendent dans les caracolages, et leurs doigts rugueux aux ongles cassés fouillent les touffes de l'avoine naissante. Vers lui elles lèvent leurs yeux craintifs. À son sourire elles l'enniennent sournoisement en des regards qui offrent leur corps. Jamais il ne s'acoquinera. Une honte pour sa famille si on venait à lui connaître de semblables déchéances. D'ailleurs elles lui paraissent sordides, ces femelles. Une couturière qui, chaque printemps, reste 6 semaines au village pour travestir les robes selon la mode, l'eût plutôt conquis. Mais, par la servante, il sut qu'elle le jugeait brutal et très vieux à cause de sa barbe toute poussée. Il la laissa partir sans lui parler même. Les corbeaux tournent, croassant dans le firmament blanc. À la suite des chevaux lents, à la suite du rouleau polissant la terre, le vieux varlet titube, le crâne clapi entre les épaules, rendu gibbeux par le labeur. Aux pleurnicheries des grelots grêles, au chatoiement des fourrures bleues, les colliers monumentaux oscillent sur l'encolure des grises bêtes qui tirent, lentes. Eh bien, Baptiste, fait Cyril. Rao, oh. La raucité du cri lamentable s'éploie et agonise par la plaine vide. Les chevaux s'arrêtent. Les grelots ne pleurnichent plus. Immobiles et la tête pesant bas, les grises bêtes. Déjà tout cet ouvrage terminé? Eh oui, le maître. Ainsi tout. Les vieux laboureurs ne méritent jamais reproche ni même surveillance. La terre, ils la pomponnent et la choix d'instinct, comme ils mangent, comme ils dorment, comme ils se reproduisent. Baptiste a pris une motte dans ses mains porphyriennes, il l'écrase et l'émit. Des larmes noient ses pupilles troubles, sa face porphyrienne se creuse encore aux traces des rides profondes. Mal, mauvaise. Cyril hausse les épaules et fait signe de s'asseoir. Ils s'étendent à l'ombre épaisse des chevaux, sur la terre récemment polie. Alors, les pipes fument lent, le vieux nard, de sa voix écrasée.
Il dit les moissons d'antan florissantes et belles. Et son geste gourd encadre le pays jusqu'aux nuages. Comme la terre montante a gagné le soleil, les pleurs pourpres de l'astre dépassé inondent. Ils inondent et rosissent la frange des nuages qui traînent aux écorchures de la plaine brunie. Violettes et noires surgissent les nocturnes ombres. Et les corbeaux filent vers l'horizon, tandis que Cyril songe à la fuite désolante de l'or, à l'impossibilité de jouir et d'être. Ses mains se crispent. Les plaisirs en son imagination volettent et narguent. Un par un, les souvenirs des joies passagères le viennent défier en mimant le bonheur perdu. Il flagelle son désir et l'irrite. Et Baptiste ne cesse de prédire la ruine proche. Dans le chemin creux, ils vont parmi les brumes vespérales où se gouachent des herbes, des gens. Les grelots des bêtes sonnent et dansent avec le son morne des fers. Passent les sarcleuses et leurs jupes bleues et leurs caracots blancs, et sur les dents claires leurs chansons languides. Des chants d'amour. Volontiers Cyril les battrait, ces femmes. Au sommeil il aspire, au sommeil qui tue la mémoire, et qui tue le désir, et qui, des fois, réalise. Une chope, Baptiste, un. Avant de souper. Dans le cabaret sombre, la lueur aiguë des mesures d'étain, les vitres rougies par la trace du soleil. Là ils boivent, le vieux et lui, sans dire. Ils boivent pour s'enfuir des choses. 4 Le père est mort. Je crois fort qu'il s'est suicidé. La mère et la fille sont à Couillat. Elles donneront la verdière à moitié prix pourvu qu'on les paye comptant. 10 000 francs alors, reprit Cyril. Un maquignon dit, comme ça s'enfonce les bourgeois. Ça fait des bêtises. Ça se ruine. Ne venait-il pas autrefois chasser, ceux-là, avec des vestes de velours, des gants neufs, des chiens anglais, est-ce que je sais? Ça chassait ça, ça ne savait seulement pas tuer un lièvre au gîte. Ça avait des chiens qui couraient sur le coup de fusil. Malheur, va. Et puis ça n'a pas le sou. Et dire que c'est ça qui nous dirige. Toute la table s'esclaffa. Pour être bête, il n'y a pas plus bête que les bourgeois. Et Davis. Les convives causent en sourdine à l'oreille avec des mines dégoûtées et des yeux aigrillards. Les servantes emplissent de bière les chops, sanglées dans leurs robes à fleurs, et elles gravitent inversement autour de la table immense garnie d'hommes en redingote luisante. Au fond de la salle à tapisserie teinte d'humidité, une autre table unit les dames en deuil qui parlent discrètement du défunt, riche cultivateur dont les funérailles viennent de finir. Tout en mâchant son bœuf, Cyril pense à la verdière. La blancheur éclatante de la nappe l'hypnotise. Depuis des semaines, ce malaise le prend à l'aspect des couleurs vives. Celui fut d'abord quand l'ivresse, le soir, terrassait. Les rideaux blancs de son lit le figeaient alors en une inévitable contemplation. Bientôt le carrelage rose de la cuisine acquit la même influence, puis les housses du meuble de salon. Maintenant cela le possède même hors de l'ivresse. La nappe lui scintille devant les yeux et darde des éclaboussures blanches. Il s'efforce de s'y dérober et s'y vers les murs. Malgré lui sa pupille gagne le coin des paupières où la nappe devient perceptible, et aussitôt son regard tombe maîtrisé sur ce blanc qui vibre. Elles sont à la verdière, n'est-ce pas, mon cousin? Qui? Les propriétaires, donc. Ces dames des Flochelles? Oui. Elles sont arrivées, il y a 8 jours.
l'intérêt de cette causerie le peut enfin soustraire à l'hallucination blanche. Il parle pour que la vision ne le reprenne pas. Il renseigne sur l'âge de mademoiselle Lucienne 18 ans, celui de sa mère 42 ans. Il cite leurs paroles, il décrit leur robe, leur intérieur où il fit visite pour une affaire de voisinage, oui, des renseignements à donner sur une servante. Allons, il faut acheter les dames avec la maison, lui crie un farceur. B. Ce ne serait pas mauvais marché, clame un autre. De là Cyril songe à Lucienne, si blonde et si frêle avec un sillage de parfums et des gants mauves jusqu'aux coudes. Que ne possède-t-elle des terres? Il l'épouserait. Seule elle lui livra cette note luxueuse inouïe de toute autre femme que Denise, elle fleura cette odeur unique qui suggère comme un avant-goût de possession. Le mariage le ravirait à sa tristesse, à son vice. Car il sait qu'il boit, il sait que peu à peu il devient fou. Chaque fois que l'idée d'ivresse l'enchante par ses maléfices au son des souvenirs, aux promesses de les revivre et de tarir par le sommeil tous les regrets, une puissance fantasmatique s'évoque, d'attitude narquoise, personnifiée d'un rire énorme et sans dents. Elle raille sa faiblesse infantile, lui assure que, malgré ses résolutions, il succombera encore, elle le montre par avance titubant, ridicule, courant à la folie. Elle lui décharne Denise et la travestit en un squelette dégoûtant d'alcool, riant de ce rire aux lèvres grises et suintantes. Dès lors Cyril ne désire plus que le sommeil où la hantise s'effacera, où il l'abattra. Pour obtenir cette victoire il se livre entier au vin. Avec un acharnement de lutte, il absorbe verre sur verre comme il frapperait coup sur coup. Tandis qu'il regagne sa ferme en cabriolet, ce soir-là, il sent le vol proche du rire sans dents, du squelette en robe écarlate trop large et ganté noir trop large. Cela lui clame qu'il est encore ivre comme un porc, qu'il mourra vautré dans ses vomissures, comme un porc. Et de la prédiction lui naît une épouvante atroce, étranglante, ses nerfs se révoltent, leur exaspération s'essore par les mains qui cinglent du fouet et déguident la croupe du cheval galopant. Le cheval galope dans la route verdie d'ombre, entre les champs aplatis sous la lune verte, sous les buées vertes. En Lucienne Cyril espère la libératrice. Ses bras, ses longs bras minces et ses mains fluettes exorciseraient la puissance par leurs gestes graciles, relevés. Au goût de cette bouche fleurie il oublierait le goût de l'alcool. Mais elle ne possède pas de terre. V. Le mariage, la meilleure chance pour lui, trop seul. Avec une femme élégante et instruite, quelles exquises causeries au retour des champs. Des lectures communes, une initiation dont il assumerait le plaisir la voyant s'étonner aux œuvres littéraires, étudier, comprendre, admirer enfin et goûter des sensations d'intelligence aux siennes pareilles. Leur chair ensuite se mêlerait à l'unisson de leurs âmes. Au dîner de noces, de funérailles et de baptêmes, au banquet des doucasses et des kermesses, au bal tendu de drap blanc et orné de branches feuillues il assista, cherchant épouse. Quand le cousin de Fourmi eut remarqué les prévenances de Cyril à l'égard de mademoiselle Chrétien, il le dissuada, la montrant laide, pataude, orgueilleuse de son bétail et de ses arpents. Cyril ne résista point, étant, au fond d'avis identiques. 8 jours passés au château de Fourmi en chasse, en excellents repas, et en ivresse quotidienne née du Cumé-d'Amel, effacèrent la personne. Avec leurs élégances, les maigreurs rousses des demoiselles Raveline le happèrent. Elles touchaient du piano à 4 mains, citaient Lamartine et Chateaubriand.
Il préféra Marguerite à Caroline. Souvente fois, au trot de son cheval britanniquement harnaché, il gagna la porte verte de leur brasserie distante de 6 kilomètres à peine. Dans la cour profonde où se fonce le fumier, où picorent les poules troussées, il s'arrête, un instant, le regard vers la maison basse aux vitres émaillées de capucines claires. Au perron surgissent les survêtues de cotonnade rayées et ceintes de rubans larges. Marguerite sourit, sur la peau laiteuse les taches de rousseur vives d'une existence de fleurs, tantôt closes d'ombre, tantôt épanouies à la lumière. Entré, il ne conversant presque pas d'abord. Il manipule sa cravache, et fouette la poussière de ses bottes vernies jusqu'à ce qu'il se remémore des vers classiques appropriés aux circonstances. Alors il récite tous trois avec une émulation d'écolier les tirades tragiques. Là il goûte une intime vanité d'homme supérieur apprécié par une compagnie d'élite. Les hauts bahuts bruns et leurs cuivrures ouvragées, les poutres du plafond, les assiettes à coque peint, les fauteuils surannés, il les assimile aux meubles du grand siècle. C'est le calme des classes, et sa musique d'alexandrin rythmée, sans la peur des punitions, sans la crainte des camarades, de leurs farces cruelles. Le vieux de Bressel vint l'y prendre, un jour, et, comme il retournait, leurs chevaux pataugeant lentement dans la fange, il dit, « Vous n'avez pas, cousin, j'espère, l'intention d'épouser ces filles. » Pourquoi ? Leur bisaïeul, vous le savez, coupait les têtes pour 35 sous, au temps de la première révolution sur la grande place d'Arras. Il était le suppôt du sanguinaire sans-culotte Joseph le Bon. Oh, il y a bien longtemps, elles ne sont pas coupables des fautes du bisaïeul. Qu'est-ce, monsieur? Cette morale? Je vous ferai enfermer comme fou si jamais vous avez le malheur, oh, oh. Oui, monsieur, vous l'êtes assez souvent fou, bien que des gens disent que vous soyez ivre. Et le marquis piquait des deux le laissant seul sur la route. Longtemps Cyril montra le poing à la croupe de l'alezan, à ce veston de velours noir, ses cheveux blancs et ras, ce feutre gris qui s'exténuait parmi les jets de crotte entre la double file des peupliers maigres. Si sa famille ne voulait qu'il se mariât. Ainsi la fortune reviendrait à Guy de Bressel, le saint syrien, et à Julia de Fourmy qui étudiait encore chez les religieuses de Sainte Clotilde. Il le comprit nettement après quelques heures de conversation avec le marquis et le baron installés chez lui pour la chasse des oies sauvages qui, en ce moment, passaient. Vous êtes, monsieur, proclamait de Bressel une nuit d'affût, vous êtes, par ma foi, un bienheureux gentleman. Des chasses superbes, un marais enviable, une cave de vieux notaire. Vous avez tout jeune rôti des balais avec une femme charmante, vous vous y êtes même brûlé quelque peu. Des souvenirs exquis, quoi. Que faut-il de plus ? Si vous croyez, mon oncle, que c'est drôle de vivre tout seul ici. Voilà bien les Français d'aujourd'hui. La vie de gentleman farmer les ennuie. Voyez donc vos voisins les Anglais. Quels gaillards! Mon cher, vous raisonnez comme une petite fille, insista le baron. Que voulez-vous? Vivre à Paris. Mangez vos pièces de 10 sous avec des femmes de brasserie comme un fils de quincaillier. Vous auriez honte de mener cette existence. Aux gens comme nous, pour fréquenter les boulevards, il faut de l'argent, beaucoup d'argent. Or, nous n'en avons pas. Alors la vie là-bas, sans le sou, c'est comme ces cartouches vides, un peu de fumée, et puis rien. Tout le monde s'en aperçoit et se moque.
Il faut se résigner, monsieur, il faut se résigner. Nous nous résignons bien, le baron et moi, et Dieu sait pourtant si cela est dur. Après 10 ans de Tortoni se retirer ici, oui, c'est dur. J'ai envie de me marier, dit fermement Cyril. Ils se firent affectueux. Eux prirent épouse. Eh bien, là, entre parents, on peut en convenir, les symphonies conjugales se rompent de fréquentes discordances. Madame de Fourmy, qui autrefois brillait aux réceptions de l'empereur, reproche aigrement au baron ce rôle obligatoire de châtelaine recluse. La marquise de Bressel, morte depuis 10 ans, ruina son mari en jouant à Monaco. Cyril revoit ces deux dames lui offrant des louis lors des vacances. Leur petit chien le mordait aux jambes. On narre le cycle de la famille, les héritages contestés, les unions manquées, le suicide d'un cousin que les dettes conduisirent à l'escroquerie, les réparations des châteaux, les vitraux donnés en pompe à l'église du village. On remonte à l'époque de la Révolution, où les ancêtres réfugiés en Angleterre enseignaient le latin pour subsister. Puis revient le récit glorieux des batailles anciennes où, valeureusement, se comportèrent les aïeux, des ligueurs. Ils parlent bas, à genoux dans la hutte, appuyés aux lucarnes ouvertes vers l'étang, et leurs yeux experts visent la nappe de ciel déchiquetée par les roseaux. L'eau verte stagne entre les gerbes d'herbe. Des fois elle se ride et la ride étend jusqu'aux rives son ourlet lumineux qui court. Des fois elle se gonfle de bulles grossissant, crevant. Blanche, la tête d'un nénuphar surnageait mille feuilles palmées. À ces récits où s'évoquent les robustes cavaliers bondissant à travers mousquets et piques, Cyril s'émeut et se gronde. Pourquoi des instincts balancent-ils aux mésalliances? Il jure de se vaincre. Se vaincre, soit, chose facile, mais vaincre la hantise fantastique, le rire tort et vert, le terrasser autrement que par le sommeil de l'ivresse, le pourra-t-il? Il se connaît incapable de subir une heure le rire, cette menace de folie et de funérailles. Et voici que le conquiert la terreur hallucinante. Dans les roseaux, dans l'onde verte et plane il aperçoit, glissant entre des lames d'eau, la robe écarlate de Denise, ses gants noirs. Alors il répète, ça ne fait rien, je veux me marier. Mais avant de vous marier, monsieur, songez au moins à vous corriger de votre ivrognerie. Vous ne pouvez pourtant apporter cela à une jeune fille en cadeau de noces. Vous êtes méchant, mon oncle. Vous savez bien que ça ne dépend pas de ma volonté, le médecin vous a dit l'influence originelle, atavique, mon père était alcoolique. Il en mourut, prenez garde. Et je sais. Aussi je ne veux plus rester seul. Non, je ne veux plus. Chut. Les ailes des oies battent sur le ciel ainsi que des éventails éployés. Silencieusement, de leur vol, elles cernent la mare. Et subitement, assises, elles plongent dans les herbes. Les herbes fléchissent, froufroutent, puis oscillent longtemps. Une tête, ombre pointue, saillie d'une touffe de roseaux. Les fusils tonnant. Aux lourdes répercussions des coups, les volatiles s'élèvent, des masses noires, indécises, qui, une à une, versent, tuées. Seule une fuit au ras des ajoncs, toute peine étalée, sous les montantes fumées de la poudre. Cette Lucienne étant noble qu'objecteront les oncles. Le manque de fortune. Comme Cyril sera fort pour leur reprocher cette mesquinerie.
Il se lève titubant et molle, mais la volonté de vaincre l'arbitraire de la famille et de faire œuvre libre le raffermit. Une intime colère, un désir extrême d'aimer mus au paroxysme par l'ivresse, lui suggère des actes. Il commande de préparer une valise pour un court voyage et d'atteler le dog-car. À Lille, les promeneurs bien mis, aux élégances britanniques, captivent son attention. Puis, chez un tailleur de vitrines limpides et d'enseignes sobres, il se livre aux mains des commis obséquieux qui le mettent. Quelques jours après, il regagne sa ferme, muni d'une complète garde-robe de club et éman. En 3 visites, Lucienne lui emporta l'esprit. Elle parlait bas avec un accent mièvre, et les paroles soupirantes fuyaient vite de ses rosâtres lèvres. Dans ses gestes effables et menus, une gentillesse de maigriotte. Elle avait sur la taille mince, une poitrine ronde, une tête futile à veines bleues, à pupilles ardoisées, à cheveux d'ambre. Adorablement elle jouait du piano, et ses doigts fins sautelaient sans lassitude. Cyril passe ses après-midi à la Verdière dans le salon empli de colifichets, de chaises frêles et dorées, de meubles à pompons, de fleurs gerbées par gamme chromatique dans des vases simples. Des heures il contemple la nuque gracile de Lucienne et la montante torsade de sa chevelure. Alors le saisit le désir de dénouer ses cheveux, de mordre à plein baiser cette nuque blanche. Puis il se juge pur imbécile. De même que Denise, Lucienne l'enjôle. Il se prévoit la subissant avec tous ses caprices de petite fille coquette, ses gamineries, ses fugues sautillantes et rieuses qui refusent, ses bouderies qui obtiennent. La gêne des dames des Flochelles ne se trouva point si grande qu'on l'avait dit d'abord. Lucienne, outre la propriété de la Verdière, possédait une dot. Madame des Flochelles, anglaise de naissance, irait vivre, après le mariage, dans le comté de Kent, au manoir de son père qui, très vieux, désirait une compagnie. L'aveu de ces détails intimes promut Cyril au rôle officiel de fiancé. Dès lors il se reprocha sa trop hâtive détermination. Il eut peur de Lucienne, si pauvre, sans terre, il eut peur de son charme, il craignit qu'elle ne l'abandonnât, un jour comme l'autre. Il chercha le moyen de rompre. Puis le soir, chez lui, quand le goût amer de l'alcool lui remémorait les extases de ses amours débutantes, la vision de la jeune fille si différente de l'autre, exquise, lui promettait des délices encore neuves, pudiques et mystérieuses, dont le rêve le pressait. Il aurait la Verdière, et la modicité de ses ressources demeurerait inconnue des paysans. Car, autrement, le domaine pouvait échoir à un autre acquéreur et les gens ne failliraient pas alors à le dire ruiné. Comme les oncles, il possédera son château. Et ses vues de luxe sont réalisés d'avance par cet intérieur charmant et diffus. Plus de soirs mornes dans la vaste cuisine de ferme. Des heures de béatitude parmi les fleurs et la lueur mordorée des lampes, aux sons agiles du piano, à la vue de Lucienne en jupe claire. Le vice en mourra. Mais une jalousie anticipée le harcèle. Il redoute de lui déplaire, d'être quitté. Bien que sûr d'abandonner son habitude, il appréhende une minute de faiblesse, où sa résolution sombrerait, et qui, pour toujours, la dégoûterait d'un ivrogne. Un autre alors la lui enlèvera. Et il s'attarde à méditer des vengeances extraordinaires, éternelles. Une scène terrible avec le marquis de Bressel détermina Cyril. Il déclara qu'il ne voulait consentir à sacrifier sa vie pour accroître la fortune de ses cousins et devenir vieillard à espérance, que le célibat ne lui valait rien,
qu'il aurait Lucienne des Flochelles, une jeune fille noble, instruite, d'une élégance extrême et de goût modeste, qu'il n'était plus un enfant, que sa famille pouvait bien ne pas assister au mariage, que cela lui paraissait indifférent. Ils s'épousèrent à minuit selon le rite de la famille dans la chapelle du château de Fourmies, au milieu de buissons de cierges. En Écosse, au bord d'un lac uni, et ceint de grandes roches violettes qui s'y miraient, ils vécurent un mois en des extases, en des frémissements. 8. Le soleil fulgure vers les betteraves violettes et miroitantes, vers la masse tassée des blés pâles. Parmi l'énorme bruissement des fœtus et des guêpes, le ciel jaillit, s'incurve bleu. Sur la terre Cyril s'est couché, et ses yeux s'y lacérés par les lueurs de l'air. Il a fui la maison de peur de crime. Le saint syrien de Bressel causait bas à sa femme qui, écoutante, souriait. Ainsi les surprit-il sous les palmiers de la serre, au retour des champs. Il a fui pour ne point tuer. Et il courut des heures, à toute force, en rond. Puis, les forces éteintes, il tomba, capable enfin de ne plus se souvenir. Du moins la vision se disloque dans son imagination lassée, dans sa tête lourde. La douleur des muscles amende la douleur de l'esprit. Que fit-il à cette femme pour qu'elle le haïsse? Son amour de vierge avouée, c'était donc l'heure. Pourquoi l'avoir reçu, pourquoi s'être donné? Le souffle passe avec peine dans sa gorge étrécie d'angoisse. Il n'est dans l'air que le bruit de son râle, et une alouette planante qui jacasse, et ses ailes qui étincellent. Lucienne tenait à sa bouche une rose blanche. La rose blanche, Cyril se la représente exacte avec un pétale jauni qui frôlait les lèvres mièvres, les dents. L'autre la voulait avoir, et elle refusait en riant. Le rire, la nuque penchée sous les frisures et le casque de cheveux lisses, le rire et la nuque penchée pour plaire à un autre. Cela le torture. Il imagine quelles durent être leurs moqueries à son égard. Et cependant pour elle, il se transforma, il tua son habitude de vin. Jamais l'ivresse ne le reprit bien qu'il eût voulu enfouir ses craintes jalouses dans le sommeil lourd de l'alcool. Les voilà toutes réalisées ses craintes, lui moqué par ce jeune homme, un imbécile, un ignare auquel il donna des répétitions pour ses examens de l'école et qui fait des fautes d'orthographe. Irrité, il provoquait un pareil gamin. On se gausserait. D'ailleurs il ne peut même pas affirmer son soupçon, ils se séparèrent tout de suite avant de l'apercevoir. Sans se retourner elle s'esquiva, mais sa course était si jolie, ses jupes froufroutaient avec tant d'art que par cette fuite même elle désirait sans doute plaire à l'autre. Puis la douleur se fait toute physique. La rose blanche le gêne comme le gênait, lors de ses ivresses, les blancheurs des linges. Chaque fois qu'il s'imagine cette posture de Lucienne, des frissons le torturent et tressautent par ses membres. C'est la vie toujours morose, et le bonheur exilé. Et il se souvient des souffrances anciennes subies pour Denise. Il se souvient du recours suprême, le sommeil où les alcools enfouissent l'esprit. Au cabaret il assomme sa douleur à coups de vin. 9. Ce devint sa vengeance, voir Lucienne au soir quand il rentrait ivre. La raison vaincue par le vin, sa colère éclatait pour une chaise mise hors la place habituelle, pour une poterie ébréchée, pour une servante punie. À propos de rien il épandait des injures, des menaces. Et cela lui paraissait juste comme un devoir. Il croyait la sévérité propre à maintenir sa femme dans la soumission, le repentir, la crainte du mal, la vertu.
par des paroles ambiguës, que seule la coupable pouvait comprendre, il décela les motifs de sa haine. Mais elle feignit toujours de n'en pas saisir le sens caché. Elle pleura sans cesse, assise dans leur chambre, sa figure fut-il collée au fleurage pompadour des fauteuils. Lorsqu'elle s'affaissait ainsi, sa taille si frêle dégageait des bras unis au front, le pied mince battant le sol de l'escarpin verni, Cyril avait pour elle des tressaillements d'amour, encore. À travers les buées tremblantes de son rêve alcoolique, elle lui apparaissait désirable au-dessus de toutes, de celles vues, de celles eues. Alors il la prenait dans ses bras, sans mot dire, et le lui prouvait. Par baisers et par caresses, Lucienne semblait vouloir le fléchir. « Pourquoi es-tu si méchant » dit-elle une nuit. D'abord il garde un silence triste, puis il étala ses suspicions. Lucienne, dès lors, ne pleura plus. Elle l'évita partout. Il se persuada que les circonstances voulues où elle disparaissait devaient servir l'adultère, il le lui reprocha. Très froidement et fermement elle lui déclara qu'elle n'aimait que lui, que ses soupçons l'affolaient, que s'il faisait encore allusion à des histoires pareilles elle mourrait. La pitié n'atteignit pas Cyril que l'image du saint syrien et de la rose au pistil flétri gardait. À tout instant sa rancœur s'amassait en ses entrailles avec son souffle longtemps retenu, et que par soupir il expirait. Et il passa s'éveiller à fuir de cette douleur vers le sommeil du vin. Un soir le marquis et le baron vinrent pendant un de ces sommeils. La brusque rupture de sa béatitude le mit en méchante humeur, et la présence de Monsieur de Breselles aviva la rage douloureuse conçue envers le fils. Alors il revit l'entier égoïsme de la famille, hostile d'abord à son mariage par cupidité, avide ensuite d'en tirer profit au point d'astreindre ses fils à choisir en sa femme une maîtresse peu coûteuse qui les garderait des scandales. Puis, comme le marquis élevant la voix, l'invitait durement à cesser ses querelles conjugales et ses ivresses qui déshonoraient la race, Cyril, délirant de colère, les poussa dans la cour à la force des poings. Longtemps il invectiva. Personne ne vint plus à la Verdière. Lucienne congédiait vite les rares amis en visite, car Cyril devant ces intruses des entremetteuses peut-être s'évertuait à travestir son visage en mines terrifiantes afin de leur enjoindre une peur salutaire. Ayant chassé la famille et les amitiés anciennes, il eut un renouveau de joie, un triomphe à posséder seule Lucienne et ses gestes graciles et sa face sérieuse. Aux heures d'ivresse ses joies s'exprimèrent par des extravagances et des jeux d'enfants. Si, après boire, il ne parvenait au sommeil, d'impérieuses envies de se mouvoir l'exaspéraient. Il eût voulu courir ou briser, ses phalanges s'arquaient et ses mâchoires se serraient, il lui fallait sortir. Alors dans la taverne basse, à la flamme fumeuse du pétrole, il formait des plaisanteries pour plaire aux rustres buveurs, et les dominer par l'esprit. Bientôt les muscles de sa face, mus par le délire, se contractaient et se détendaient en grimaces pour soutenir les paroles. Sa gesticulation s'animait, la malpuissance en furie dans son corps poussait ses bras, ses jambes, à travers l'espace, sa face à travers le vide, et tordait son dos. De telles violences l'assaillaient la tension douloureuse de ses nerfs, si douloureuse que sa peau lui semblait trop étroite pour contenir leur élan et leur bond. Ainsi la bienfaisante lassitude lui venait, le calmait, l'assoupissait. Il prit l'habitude de faire grand tapage et montre de vigueur. Au soir des cabarets, il dansa frénétiquement, tapant le sol de ses semelles, les tables de ses poings, riant à gorge ouverte.
on lui apprit qu'on le disait fou. Ce l'enchanta, ravi que cette réputation lui permit encore plus d'extravagance et les excusa en même temps. À ces affreux délires, il vit enfin le remède quotidien et assuré, et but davantage, sûr de n'en point trop souffrir. Cependant si, fatigué de ses grimaces et gestes, le rire des gens lui devenait hostile et railleur, il interrompait brusquement sa mimique en roulant des yeux féroces tout prêts à faire rire les insolents, et, dans le silence subitement venu, il démolissait d'un formidable coup une table, une chaise pour instruire le cercle des spectateurs muets et peureux de quelle force il les saurait assaillir. Les autres restaient immobiles, serrés entre eux comme des bêtes craintives. En tout son orgueil, Cyril les examinait eux, leurs visages pâles, leurs blouses tassées contre les murs gris de suie, la cabaretière effarée mettant sa vaisselle à l'abri, et les plus résolus préparant leurs poings. Alors, sûr de la terreur inspirée, las aussi de ses efforts physiques, il leur tendait la main, et commandait de la bière pour tout le monde. Il se jugea très spirituel puisque ses clowneries lui valaient l'approbation des spectateurs, il se jugea très supérieur puisqu'on le redoutait. Par les rues simples du village, il passait silencieux et sombre, jouant le Seigneur. Et un amour extrême pour Lucienne l'emporta. Le sentiment d'avoir vaincu le saint syrien, d'avoir rompu cette passion mauvaise, d'être seul aimé, ce furent des délices neuves, sauvages. Il rechercha des voluptés mauvaises. Lorsque par la pâleur de sa face et la fatigue navrée du geste, Lucienne laissait comprendre sa souffrance d'être honnie ainsi qu'une fille, il souffrait de sa douleur autant qu'elle, son souffle se précipitait, des larmes lui montaient aux paupières, mais il n'interrompait pas la suite des récriminations, et, portant le mal au paroxysme, il goûtait d'extatique volupté à la posséder dans sa douleur. Étouffer ses sanglots d'une étreinte forte et maîtresse, boire ses larmes lourdes, ainsi affirmait-il sa conquête par la brutalité du viol triomphant. L'évangile clos, Cyril se rassit, comme tout le monde. Jaune, le soleil coule aux colonnes du Schur, aux côtés du Christ culminant le tabernacle de cuivre. Silencieusement sous la nef évidée, les rustres se voûtant leurs blouses sombres, parmi la poussière familière qui grisaille les murailles. À grand mal, Cyril s'évertue pour fuir son obstination d'ivresse, une envie sans cause de gifler le curé qui se prélasse à l'autel dans les ors et les moires. Dès l'instant où il franchit avec Lucienne le seuil de l'église, ce besoin le harcela. Et ses poings se crispent comme si déjà ils étreignaient le prêtre. Il étire ses doigts moites, puis lisse sa manche pour distraire son geste irrité. Contre l'idée absurde il s'indigne, et ses anciens respects acquis aux religieux s'indignent, et sa volonté s'indigne d'être subjuguée par ce désir bête. Mais sa colère croît à mesure qu'il tente de retrouver la saine intelligence. S'il construit des arguments raisonnables, tôt des accès de rage les effilent et les déchirent, et ses muscles se tendent pour le détourner de la raison. Alors dans ce lécis d'efforts contradictoires, une vision surgit armée de vraisemblances et de réels souvenirs, l'ecclésiastique aux mains blanches, il le vit souvent auprès de sa femme, souvent elle se confesse, elle-même orne la chapelle de la Vierge l'après-midi. Et lentement, par une patiente recherche, il s'attache à des réminiscences imbues d'oubli, il les joint, les unit et de leur ensemble parvient à établir le motif de sa haine. Tinte la sonnerie maigrette de la clochette, les chaussures du servant grinçant sur les grès des degrés sacrés. Cyril se lève, comme tout le monde. Il regarde Lucienne agenouillée en ses Valenciennes.
les fleurs ténues du chapeau, les fleurs à longues tiges tremblotent sur la paille palote, et, en sa face mièvre, les cils battent vers les joues mates. Trop jolie, elle dut plaire à ce curé, un instruit, un raffiné. Or ce citadin, au visage clair, quels avantages ne tient-il pas sur un gentilhomme campagnard, allé vers l'unique vitrail à bordure jaune, à bordure bleue, le calice assomptionne aux mains de l'officiant. Longtemps cela s'irradie dans le soleil fuselé, et, pour le regard trouble de Cyril où les choses s'épanchent, le vermeil du calice semble déborder sur les doigts du prêtre. Ce l'exaspère. Voilà que ses chairs se dorent maintenant à ce pleutre, comme ses ornements sacerdotaux. De telles transformations, sans doute, affolèrent Lucienne, comme ses doigts grêles enfoncés dans les dentelles de l'aube. Oh! Par la tête brûlante de Cyril, la passion de lacérer chasuble et orrerie, de vider le calice, en piétinant l'efféminé, dominu vobiscum. De face à présent il nargue ne diront pas. Eliade a visé Lucienne. Cyril l'aperçut malgré l'onction que le sournois affecte. Qu'il attende la fin du sacrifice, il verra. Une crampe soudaine force le noble à décroiser les bras et son poing se tend vers le bellâtre, d'un jet. Lucienne hausse sa figure dolente, qui implore, qui apaise. Pour elle, il s'apitoie et reprend une position correcte. Même par désir de faire accroire aux autres que rien d'insolite ne fut dans ses gestes, il répète, en s'étirant les manches, une tension de poing identique mais qui semble appropriée à cette action naturelle. De sa haute taille il domine les fidèles, et les têtes inclinées évitent peureusement le regard impérieux dont il les fixe. Tout de suite on a compris son désir, on ose y enfreindre, on feint de n'avoir rien remarqué. Ainsi Lucienne n'aura point honte. Car c'est en lui le souci constant de ne se point rendre plus odieux encore, de la reprendre, de la reconquérir par sa toute soumission, et de vivre heureux à nouveau. Comme en Écosse. Mais le curé se retourne encore, regarde. Et voici que la rage emporte Cyril contre l'outrecuidant individu, cause des singeries auxquelles il s'astreint. Le poing menaçant saillit encore vers le prêtre. Venez donc, Ben, un peu, monsieur Cyril, murmure Baptiste en le tirant par le bras. Veux-tu me laisser ou je te casse la figure? C'est des bêtises, tout ça. À cette heure? Vous n'êtes pas bien, que je vous dis, c'est que vous avez soif, faut vous rafraîchir. Oui, va Cyril, prie Lucienne. Il se décide. D'ailleurs l'autre n'en subira pas moins sa juste vengeance. Et puis il a tellement soif. Ses lèvres pâtesseuses et molles se collent, sa langue sèche cherche en vain la salive dans sa bouche sèche. Comme il ne faut pas, cependant, que les gens, s'ils se retirent, croient les moqueries pumisseurs, il sort à reculons, prêt à battre. Dehors ses yeux errent par la place où s'écrase la lumière astrale. Il s'inquiète de l'ombre courte, torte, bleue, qui lui adhère au talon. S'il pouvait il la casserait, elle le gêne, l'obsède, offusque sa pupille. Elle perce son cercle de vision et il la sent à chaque pas remuante, espionne. S'il s'arrête, elle demeure courbée sous lui, difforme, affreusement gibbeuse et tassée. 11 Vers la mare marmoréenne il traîne Lucienne. La laine de la nuit tremble dans les troènes aux fleurs blanches et dans les ailes blanches des cannes.
La jupe s'accroche aux ronces, aux pierres de la cour creuse, mais Cyril tire de ses mains emmêlées à la longue chevelure et le corps mou suit avec des bruits de déchirure. Cyril marmonne, c'est sa faute, elle ne voulut pas avouer. Elle n'avoua rien dans son entêtement perfide, cette souillée menteuse. Et d'autres ne la doivent plus avoir point. Pourtant si elle eût compati, il eût en ses bras bu ses lèvres, ses joues, et cela eût tari sa soif à jamais. Il n'aurait plus cherché dans le vin le sommeil d'oubli, n'ayant plus de tourments à y perdre. Au contraire, elle suscita des douleurs très grandes. Par sa malfaute il fut contraint de se réfugier aux torpeurs de l'ivresse et la folie le dompte. Son regard est saisi par les ailes blanches des cannes, par les fleurs blanches des troènes, par la jupe blanche qui s'accroche aux ronces et aux pierres. Et ces blancs dardés le lacèrent, l'exaspèrent. Enfouie sous l'eau boueuse, la jupe blanche ne l'éblouira plus de ses allures jolies pour le mener ensuite à la douleur, au vin. Il chancelle et titube sur le fumier craquant. Cette ivresse l'enrage contre elle qui la lui valut. De toute force il secoue la chevelure magique à son poing lié. Il avance avec le corps qui cède et qui glisse sur les grès lisses. Puis l'eau clapote en ses pas, et les lourdes ailes des cannes éveillées, battent. D'un vol tumultueux le blanc des pennes éployées cingle sa vue. Alors la furie l'exalte. Il précipite Lucienne. L'eau sourdement geint, s'illumine. Elle se fonce. Elle se tait. C'est une hébétude de sentir ses bras vides, de prévoir vide la chambre nuptiale. Et des sanglots lui rompent la gorge étranglée. Il fuit. Jusqu'au matin il fuit dans la plaine infinie, vers le ciel pailleté. Les perdrix s'essorant en ligne, et s'éteignent. Les lièvres détalent, et le blanc de leurs croupes laisse. Dans sa robe rouge trop large la figure de Denise, dans sa jupe blanche trop large la face blême de Lucienne, elle fuit à sa tempe gauche, à sa tempe droite, frôlante. Il les voit du coin de l'œil et, s'ils se retournent, elles disparaissent. Parfois il se jette sur le sol, la tête dans les bras. Seul son souffle âne parmi les mélancoliques appels des perdrix. Du rouge sourd de la terre, du rouge de sang qui le pénètre, qui emplit sa gorge d'une saveur saumâtre. Son souffle s'expire péniblement avec des tumultes de forge. Et ces tumultes emplissent la plaine où persistent les voix craquetées des perdrix. Sous l'aube rosissante et les longs cris du vent dans les trembles, Cyril s'est étendu face au ciel, les yeux clos. Il sent le matin, et voici le chant des alouettes. Tout son sang bourdonne et bouillonne dans sa tête inerte. Elle ne semble plus à lui tant elle pèse. Il ne la peut mouvoir. Et du rouge ensanglante ses paupières baissées, et du rouge flamboie sur ses joues qui brûlent. Il croit à la robe rouge de Denise qui le toucherait. Il lèverait bien ses mains pour l'écarter mais elles ne lui appartiennent plus. Et le rouge se pourpre, tourne au grenat vineux, au noir, du noir lourd qui plane et lentement descend, c'est la mort, pense Cyril. Un calme bienfaisant lui fréquit les membres. Il lui paraît que son corps ne brûle plus, mais, qu'éteint, il se noircit et se glace. Dijon, imprimerie d'Arrentière. Astérisque 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 end of the project Gutenberg ebook la gleb astérisque 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 updated editions will replace the previous one, the all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works,
so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commercial license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works.
Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol marque commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol marque commercial works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol marque commercial name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol marque commercial license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol marque commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1 The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2 If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark as set forth in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3
If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4 Do not unlink or detach or remove the full project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with project Gutenberg symbol marque commercial. 1.e.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the project Gutenberg symbol marque commercial license. 1.e.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full project Gutenberg symbol marque commercial license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg symbol marque commercial works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8 You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing project Gutenberg symbol marque commercial electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of project Gutenberg symbol marque commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the project Gutenberg symbol marque commercial trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked assumption to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, Information about donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that et does not agree to the terms of the full project Gutenberg symbol marque commercial license.
You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of Project Gutenberg symbol mark commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg symbol mark commercial works. 1.e.9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark. Contact the Foundation à set force in section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol mark commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund.
If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to UAIs, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commercial work. And C. Any defective cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commercial. Project Gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3 Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c3, educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541.
Contribution to the project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by US federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commerciale depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swam for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Général information about Project Gutenberg symbol marque commerciale Electronic Works. Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commerciale ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commerciale ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org.
This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commercial, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to read about new ebooks.